Salut à tous et bienvenue dans ce JCN Répond du mois de janvier 2022. Alors cette fois-ci, avec le poteau Flo, on va parler entraînement, on va parler position, on va parler stratégie de course. Alors attention, ça va dépoter. Vas-y, on y va. Oui, salut à tous et bienvenue mon Lolo dans ce premier JCN Répond de 2022 et on continue évidemment à répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les envoyer soit en commentaire sur YouTube, vous pouvez nous les envoyer sur Instagram, même sur nos réseaux perso. On essaie de rassembler un maximum de questions. Parfois elles sont un peu répétitives, donc désolé si on n'a pas choisi la vôtre, mais on va essayer de répondre à toutes ces thématiques. On commence sans plus attendre par la première qui est une question de Tito qui dit « Salut, il m'arrive dans les descentes sinueuses des cols pyrénéens, ça c'est bien, d'avoir des douleurs à la nuque. Me forçant parfois à redresser ma position pour détendre mes muscles ou articulations. Alors, il demande, est-ce que c'est dû à une mauvaise position sur le vélo? Est-ce que du renforcement musculaire peut-il pallier à ce problème ou d'autres solutions existent? Je vais commencer à répondre, Lolo, mais je pense que tu pourras compléter. Déjà, dans ta question, il me semble que tu as trouvé un élément de réponse puisque tu dis il me faut à ce moment-là redresser ma position pour faire disparaître la douleur. Donc vraisemblablement que oui, ça vient de la position et je te rassure, c'est assez courant quand on n'est pas habitué, et c'est le cas de la plupart des cyclistes, à faire de longues descentes de col puisque le reste de l'année, en général, on fait des descentes qui durent moins de 5 à 10 minutes. Et ben, le fait de rester en position, souvent les mains au creux du cintre, plonger la tête un petit peu sur l'avant, nous oblige à relever la nuque, qui est une position inhabituelle pour notre corps, qui peut être parfois douloureuse. Et bien, la solution, c'est éventuellement de remonter un petit peu la position de ton poste de pilotage, ou bien t'habituer à cette position, pourquoi pas faire un petit peu d'exercice à la maison d'assouplissement, notamment au niveau des vertèbres et de la nuque. Est-ce que tu es d'accord avec moi, mon Lolo, ou est-ce que tu voudrais compléter? Ouais, moi je suis d'accord avec toi Flo. C'est une question, moi je pense surtout de souplesse. Et d'habitude, parce que moi ce problème-là, je l'ai connu tout au long de ma carrière et j'ai jamais solutionné. Donc autant te dire que c'était toujours pareil. Et moi j'avais des pertes de lucidité carrément. Tu sais, rester les mains en bas trop longtemps avec la tête comme ça. Et du coup, j'avais du mal à garder le regard assez lucide sur la route. Il fallait que je baisse la tête un peu de temps en temps. Et c'est pour ça ça m'a valu quelques tours. T'as toujours des problèmes de lucidité, Lolo, hein, je te rassure. T'es un menteur d'abord, ok. Et du coup, je n'ai jamais vraiment solutionné ce problème, malgré tout le renforcement musculaire. Je pense que c'est de la souplesse. Vraiment, il faut que tu penses à bien t'étirer, la souplesse du dos, les lombaires et tout ça, et les cervicales, bien les échauffer. Mais si tu veux remonter ta position, why not? Le problème, c'est que tu vas perdre en aérodynamisme, mais ça c'est pareil, moi je te conseille une étude posturale. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo sur l'étude posturale pour voir qu'est-ce qui serait le plus approprié pour toi. En tout cas, c'était une très bonne question parce que c'est vrai que c'est un thème qu'on n'avait jamais abordé et comme tu le vois, ça arrive à tout le monde. Et en termes d'étirement, je peux te conseiller éventuellement le yoga qui si tu cibles certains exercices qui t'aident en tout cas à travailler un peu l'élasticité du corps, ça peut être très bien, ou les étirements comme l'a dit Lolo. Je passe à la deuxième question, mon Lolo, de Mathias qui nous dit « Salut JCN, c'est quoi la graisse qu'il faut mettre avant de monter les pédales pour pas qu'elle grippe ?» Est-ce que tu veux lui répondre? Elle est toute simple, hein, franchement, c'est juste de la pâte anti-blocage. Voilà. C'est une graisse spécifique à ça. C'est pour éviter de, tu sais, quand tu as décidé de démonter tes pédales, de forcer, d'un coup ça lâche et de mettre tes doigts dans les plateaux. Voilà. Donc ça s'appelle la pâte anti-blocage, tout simplement. Tu en trouveras chez ton marchand de cycle. Évite de mettre des graisses justement trop, entre guillemets, lubrifiantes. Hein. On ne vous dira pas pourquoi exactement, parce que sinon ta pédale va se desserrer. En fait. Du coup, t'as dit pourquoi. Non, parce que je disais ça parce que je parlais en même temps à Yo-Yo derrière la caméra, tu sais, tu parles de lubrification, il est content. Oui, ça je sais. Oui. Je passe à la question suivante avant que ça dérape. C'est Marc qui nous demande Salut JCN, j'ai repris le vélo depuis août 2021, après beaucoup d'années sans avoir pratiqué. Pour l'instant, je fais des sorties de 60 km et je roule sur Zwift. Mon objectif en 2022 est de réaliser de longues sorties jusqu'à 200 km. Quel est votre conseil pour se préparer? Est-ce que Zwift est un bon complément pour la préparation de longue distance, d'ailleurs, il dit? Écoute, ma foi, Marc, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Zwift peut être un très très bon complément, mais attention, ne te focalise pas là-dessus. On en a parlé dans un show récemment sur l'endurance, l'importance de l'endurance, et visiblement c'est ce que tu as envie de travailler.
Donc Zwift oui, mais pas trop. Moi je te conseillerais de commencer progressif. Donc tu passes de 60 km, apparemment c'est ce que tu faisais d'habitude, et commence par du 90, 100 km. Après tu montes petit à petit. Et pourquoi pas, je sais pas combien de fois par semaine tu vas rouler, mais pourquoi pas garder une séance de Zwift par semaine et derrière te faire des séances de plus en plus longues. Oui, j'ai pas grand chose à ajouter, mon Lolo. On en a, comme tu l'as dit, longuement parlé dans le show sur la thématique de l'endurance. Évidemment, rien ne remplacera les longues heures de selle. Par contre, Zwift peut t'aider sur un temps restreint à conserver du travail qualitatif et à pas devenir trop diesel. Donc c'est un très bon complément. Je te propose, Lolo, d'ailleurs, qu'on prenne toutes les questions dans la foulée sur cette thématique parce qu'on en a eu plusieurs. Donc on a eu Vélomat qui nous dit comment progresser en PMA. C'est aussi un peu toujours dans la thématique de l'entraînement. Donc la PMA, on rappelle, c'est la puissance maximale aérobie. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est plus ou moins la PMA, Lolo ? Alors là, écoute, je t'ai tendu un piège. Ouais, je t'ai tendu un piège. Parce que moi, j'ai pas été à l'école très longtemps, tu le sais, et à part pédaler, c'est tout. Qu'est-ce que je sais faire? Mais comment la travailler? Tout simplement en faisant des sorties longues. Voilà. Voilà, la PMA pour rappel. Pour rappel, alors on va vulgariser un peu, mais il y en a beaucoup qui parlent aussi de FTP. On va dire que c'est la puissance maximale que vous pouvez maintenir pendant un effort, on va dire sous max, mais en tout cas qui va vous permettre pendant de longues minutes de maintenir ce niveau de puissance. Aérobie, ça signifie que vos muscles sont encore oxygénés, contrairement à l'anaérobie où vous allez vraiment commencer à produire de l'acide lactique. De l'acide lactique. Merci Loïc, tu vois comme quoi on est complémentaires oui. Et on y arrive. Donc en gros, on en revient à la catégorie endurance parce que la puissance maximale aérobie, ça reste quand même du travail d'endurance, même si c'est de l'endurance rythmée. Et comme l'a dit Loïc, il va falloir faire de longues sorties il n'y a pas de secret, hein. Si tu veux développer la PMA, il va falloir travailler dans la zone de PMA. Donc le premier conseil, c'est déjà connaître tes zones, commencer par un test FTP récent parce que travailler avec une FTP qui a 6 mois, ça sert à rien parce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui elle est toujours du même acabit. Et ensuite, travailler avec ce que tu as à disposition. Donc si tu as un capteur de puissance, si tu as un capteur de fréquence cardiaque, travaille avec ça et connais tes zones. Voilà ce qu'on pourrait dire. Lolo, je te propose qu'on prenne la dernière sur cette thématique directement, qui était justement comment développer une solide base d'endurance aérobie. C'est une question de Karim. Et vas-y. Écoute, Karim, je pense que le mieux, c'est de faire des sorties longues. Merci Loïc. Non, écoute Karim, on a fait un show, pareil, je le redis, on a fait un show récemment sur l'endurance et justement on en parle comment progresser, comment bien faire son socle d'endurance. Moi je privilégie les blocs de travail, donc faire des blocs de 2 jours avec un jour récup, 2 jours, un jour récup, 2 jours, un jour récup, où tu vas faire des sorties longues justement, où tu vas faire entre 3h30 et 6 heures de vélo. Je sais pas ce que tu ambitionnes, je sais pas ce que tu veux préparer, je t'ai pris 2 extrêmes évidemment, mais moi je privilégie ces fameux blocs pour bien le travailler. À adapter évidemment en fonction de vos objectifs, tout le monde ne souhaite pas faire Milan sans Remo cette année, mais c'est bien résumé et du coup pour travailler l'endurance, en dessous de 70% de sa fréquence cardiaque maximum, en dessous ou égal, et en dessous de 80% de sa FTP, on travaille l'endurance, donc faible intensité, longue durée. On continue mon Lolo avec la question de Cédric qui lui nous pose une question sur la position à nouveau. Il se plaint de fourmillement après plusieurs kilomètres dans la même position au niveau des paumes des mains. Et au niveau des points de contact avec le guidon, il a testé plusieurs positions, il a testé les guidolines en gel et ça ne disparaît pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? C'est marrant, tu me laisses toutes les questions où j'avais eu le même problème et je ne l'ai jamais solutionné. C'est génial. En fait, moi c'est pareil, j'ai tout essayé, la grosse guidoline, les cocottes différemment, machin. Et en fait, j'ai les 2 derniers doigts qui s'engourdissent à force d'avoir les mains en bas. Donc je pense que tu as à peu près le même problème, je pense que c'est le canal carpien qui se bouche. La solution, les médecins chez Cofidis m'ont fait la guerre. Ouais, ils m'ont fait la guerre pendant 5 ans. Genre, fais des trucs, des machins, renseigne-toi, échographie. J'ai jamais rien fait. J'ai dit, vas-y, on s'en fout. Tant que j'ai les autres pour freiner, pour passer les vitesses, ça ira bien. Du coup, j'ai pas 36 solutions, si ce n'est que de voir ton ostéo et voir ta posturo de base.
Alors on est tous un peu différents et la bonne nouvelle c'est que y en a, pas comme Loïc, qui ont réussi à résoudre ce problème. Donc a priori, ça vient à nouveau d'une position qui est inconfortable pour ton corps, qui est souvent liée à l'angle de pli de ton coude, qui envoie du coup des décharges dans tes poignets et dans tes paumes de main. Il y a quelqu'un qui a répondu d'ailleurs directement à ta question, je ne sais pas si tu l'auras vu Cédric, mais qui disait qu'il a solutionné en enlevant les gants, en arrêtant de mettre des gants. Et ben écoute, pourquoi pas essayer, hein. En général on dit, nous c'est vrai qu'on n'en met pas avec Loïc, vous l'aurez remarqué, ce qui n'est pas forcément un bon conseil à donner parce que d'un point de vue sécurité c'est mieux d'en mettre, mais pourquoi pas, ça peut être le cas aussi. Des fois les gants, ça peut créer une forme de pression au niveau des poignets, tout peut exister dans la nature. Donc continue d'essayer, change légèrement tes positions, essaie de passer plus de temps peut-être les mains en haut, plus de temps les mains en bas, je sais pas, mais a priori c'est avant tout lié à la position et aux vibrations, et encore une fois on est tous différents et on a tous des sensibilités différentes. Donc il y en a certains qui vont le résoudre très facilement et d'autres comme Loïc chez qui c'est plus compliqué. En attendant Lolo, si tu avais été voir des médecins, peut-être que tu aurais solutionné. Donc Cédric, comme d'habitude tu fais ce qu'on dit mais pas ce qu'on fait. Hein. Moi j'aurais solutionné un paquet de problèmes si j'avais été voir des médecins, tu le sais. Oui, mais tout n'est pas solutionnable chez toi. Bon, du coup on va passer à une solution que là je peux apporter directement, Flo, c'est sur la stratégie de course. Alors oui, j'ai jamais été un fin stratège, on m'a souvent vu dans les échappées mettre des cacahuètes de tous les côtés, mais bon, jusque passé professionnel, il y avait une petite stratégie à tenir quand même. Donc Vélomat qui nous pose la question, qui nous dit salut JCN, comment... je m'ai trompé, je suis reparti. On l'a déjà faite celle. Ah ouais, mais on a pris toutes les questions en sens inverse, moi je suis perdu. Ah, elle est là, c'est Pepito. Ah, Pepito qui nous dit ça serait super si vous nous parliez des différentes tactiques gagnantes qu'on peut mettre en place pendant les courses. Alors écoute, moi j'ai une tactique toute faite, c'est pas compliqué. Sur les courses, surtout chez les amateurs, surtout chez les très jeunes, que ça va minimum junior, c'est toujours les mêmes qui gagnent chaque année. Tu vois, tu as un noyau de coureurs, ils sont 1, 2, 3, 4, voire 5, c'est toujours les mêmes qui vont se disputer les premières places. Et bien c'est tout simple, tu ne fais rien si eux ne font rien. Voilà. Si ces mecs ne bougent pas, tu ne bouges pas, tu fais que les suivre. Et normalement, ça devrait payer. En général, nous chez les amateurs, c'était ça bagarrait. Quand la course commençait à devenir dure, tu avais ce noyau là nous c'était 10-12 coureurs là chez les Espagnols. Tu savais que c'était des gars dangereux et c'est à partir de là que ta course commençait et c'est toujours là qu'elle commençait à se gagner. Bah écoute, mon Lolo, je pense que déjà, appliquez les conseils de Lolo, et puis quand vous vous rendez compte que ça marche pas, vous reposez la question, on en reparlera la prochaine fois, parce que ça sert à rien d'aller se perdre dans différentes stratégies de course. Évidemment, ça dépend aussi de la longueur de la course, du type de course, on suppose que tu parles de route, donc ça simplifie un peu les choses, mais forcément, les stratégies sont nombreuses et variées en fonction du profil. Je vais passer à un truc un peu plus léger, mon Lolo, c'est la question de Philippe qui nous dit « Slip, string ou caleçon sous le cuissard / collant ». Donc là, Philippe, il est parti en totale vrille. Je pense qu'il le fait exprès parce que soit il nous écoute pas, soit il vient de débarquer sur la chaîne, auquel cas bienvenue. Mais à mon avis, c'était une petite provocation parce qu'il avait envie qu'on en remette une couche. Ouais, c'est ça. Putain, non mais Flo, tu fais des jeux de mots en 2022. Il avait envie qu'on en remette une couche. Mais qu'est-ce que t'es mon bon. Gars, bien sûr. Mais c'est le talent. Fort. Oh là là. Les gars, on a un nouveau Flo pour 2022. Ah, on va se prendre la gueule. C'est parti. Non, en vrai, il faut... Non, franchement, celle-là, elle était bien trouvée. Tu vois, moi, je pense que tu l'as même pas fait exprès. Tu vois, c'est le talent naturel. Mais elle était vraiment pas mal, Flo. On y répond quand même à la question ou pas? Parce que oui, on y répond. On n'a pas besoin d'y passer 10 ans. Non, c'est échappement libre, évidemment. Naked, full naked. On met rien sous son cuissard. C'est une évidence. Sinon, on favorise les blessures avec les coutures des sous-vêtements. Donc non, on ne met rien, on met juste la petite peau de chamois directement sur son petit fessier. Justement, je te propose de passer directement à la question de Sylvain qui nous dit comment bien choisir son chamois en fonction des matériaux et de la forme de la mousse. Évidemment, quand il dit son chamois, il parle pas de l'animal, mais il parlait bien de la peau de chamois. Vous savez, justement, cette pièce qui se situe à l'intérieur du cuissard et qui vous permet de gagner en confort, notamment lorsque vous êtes sur la selle, et qui vient directement à même la peau, sans sous-vêtements, on le répète. Donc, comment bien le choisir? Ça aussi, c'est très personnel, puisque c'est un point de contact direct avec votre vélo. Comme la selle,
la peau de chamois, c'est le deuxième élément qui va être indispensable pour votre confort. Ce qu'on pourrait dire quand même comme élément global qui est valable un peu pour tout le monde, c'est de choisir une peau de chamois qui soit nervurée, travaillée et respirante. Donc chercher un matériel le plus respirant possible. Bah, je suis pas ça va d'accord avec permettre, toi, vas-y, mais je vais te laisser en Mais parler. c'est Mais en tout personnel, cas, c'est ça le truc. oui, bien sûr. Mais en tout cas, il faut trouver la forme qui vous convient. Mais moi, je dirais surtout quelque chose de respirant pour éviter un maximum d'accumuler de l'humidité à ce niveau-là, parce que ça peut là aussi favoriser les blessures. Alors dis-nous, Lolo, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, j'en pense que les peaux de chamois travaillées, justement, me vont pas du tout et m'ont jamais été. Et le problème, c'est que c'est tellement perso qu'il faut en essayer plein avant de trouver vraiment la sienne. Alors oui, c'est plus facile quand tu es en élite ou en professionnel, parce qu'on te donne tes cuissards. Et c'est plus compliqué quand tu dois commencer à en acheter, vu le prix du matos aujourd'hui. Mais en soi, pour ma part, je préfère les gros canapés bien confortables sans dessin. Voilà. Parce que le dessin, il va me faire des plis, il va me pincer la peau. Avec mes selles, c'est pas forcément adéquat, donc du coup, non, je suis pas vraiment emballé par les full dessins sur les peaux de chamois. Moi, je préfère les simples à l'ancienne, bien épaisses, bien molles. Bah, tu vois, c'est intéressant parce que du coup, on n'a pas du tout le même avis là-dessus. Alors, je te propose de passer, pour terminer, parce qu'on approche de la fin, à une question d'entretien. C'est Coviel Privé qui nous la pose. On a parlé dans une vidéo récente sur comment améliorer sa position, de la possibilité de rapprocher les leviers de freinage, notamment chez Campagnolo, mais pas seulement. Mais en tout cas, on donnait l'exemple du Campagnolo Record, qui permet notamment à ceux comme Loïc qui ont un doigt sur deux qui fonctionne, d'avoir la poignée plus proche et de pouvoir y accéder plus facilement et freiner sans trop de difficultés. Et il nous demande est-ce que c'est possible sur du Shimano 105 Ouais, toi Lolo, ça va, t'y arrives? Bah moi j'ai l'avantage d'être en SRAM en fait, donc du coup c'est plus mal, j'ai envie de te dire Flo. Mais normalement oui c'est tout à fait faisable, si tu relèves le caoutchouc de ta cocotte, tu as une petite vis qui va te permettre de rapprocher ton levier si besoin, si tu as des tout petits doigts. Oui, exactement. Donc sur le dessus des poignets Shimano, la plupart du temps en fonction des modèles, et ce sera soit une vis cruciforme, soit une clé Allen, mais c'est tout à fait faisable aussi. Donc c'est ce qu'on appelle le réglage de la course de votre frein, mais c'est aussi rapprocher celui-ci si vous avez des petits doigts aussi, pourquoi pas. Je crois qu'on a une autre question, mon Lolo, qui va te plaire sur la technique tactique en course. C'est Clément qui nous demande comment remonter dans un peloton et les différentes techniques pour gagner. Technique pour remonter dans un peloton, alors il y en a plusieurs. Il y a celle dite sur les classiques pavés où tu attends en fait que tout le monde se rue sur les côtés pour pouvoir remonter le peloton. Toi, tu attends au milieu du paquet et tu vois que tu peux te frayer un chemin vu que le milieu du peloton se vide. Tu te ferais un chemin petit à petit et hop, tu remontes. Sinon, tu as les techniques classiques, comme ils font sur les classiques, c'est-à-dire sur les côtés, longer les trottoirs. Donc, on n'oublie pas d'avertir la personne que tu vas la doubler. Si celui-ci est conciliant, il s'écarte un peu, s'il peut le faire aussi. Sinon, t'attends ton tour, on tapote sur les fesses, on remonte. Mais tout ça, en fait, il faut juste apprendre à frotter. Il ne faut pas avoir peur de toucher, de jouer un peu des épaules, de jouer de la cocotte. Et voilà, il faut juste s'entraîner à faire ça. Ensuite, différentes techniques qu'on utilisait pour gagner. Je te l'ai dit tout à l'heure, moi je me fixais un peu sur les têtes d'affiche et après je pralinais jusqu'à la mort. Voilà, c'était à toi, à moi, à toi, à moi. Il n'y a pas 36 solutions, ça s'adapte vraiment à chaque course, chaque parcours, chaque catégorie. Voilà, vraiment, ça peut être très compliqué, sachant que dans les jeunes catégories, alors je ne sais pas à quel âge tu as, jusqu'à cadet, en général, tu fais la course sur le physique. Normalement, si tu as un physique supérieur aux autres, tu pralines d'entrée et tu peux faire la course à un petit nombre pour après la jouer au sprint ou en solitaire. C'est quoi toi tes techniques? Il y a souvent... Tu faisais quoi à l'époque? Écoute, là je vais mouiller un peu plus, mais c'est vrai qu'il y a, tu l'as dit jusqu'à cadet, quand les distances sont relativement restreintes, en gros ça ferraille jusqu'à ce que ça casse. Donc là il faut y aller jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, et en général comme tu le dis, ça finit par casser. Il y a souvent un phénomène, et ça, tu seras d'accord avec moi Lolo, dans les catégories un peu plus avancées,
où ça ferraille pendant un moment et il y a le point de rupture. Je sais qu'en élite, on disait souvent aux alentours d'1 heure de course, soit ça part d'entrée sur des courses par étapes où on sait qu'on va laisser partir une échappée, etc. Mais ça va pas forcément être l'échappée gagnante, on va dire. Mais lorsqu'on sait qu'une échappée va aller au bout, forcément, beaucoup de monde va vouloir y aller, donc ça va ferrailler longtemps et ça va pas laisser partir. Donc là, c'est vraiment toute la finesse de la stratégie de course que de savoir à quel moment, plus ou moins, ça va casser et savoir se préserver peut-être dans les 2-3 premiers coups qui vont sortir, rester encore dans les roues, observer en prenant évidemment le risque que ça parte et tout miser sur une zone en particulier du parcours ou une zone horaire. Par exemple, cette fameuse heure de course et se dire, bon ben, il y en a qui vont ferrailler pendant 1 heure, moi je reste bien au chaud et quand on arrive à 55 minutes de course, je remonte et là je me mets pendant une demi-heure devant et tout ce qui bouge, j'y vais. Ça peut être une bonne stratégie, évidemment, encore une fois, ça dépend de la longueur de la course et ça dépend du niveau. Mais à adapter, pourquoi pas, en fonction aussi, hein, ça peut être au lieu d'1 heure, une demi-heure, souvent on sait que ça va ferrailler pendant un moment, ça laissera pas partir et puis d'un coup l'élastique, eh ben, il casse. Et ouais, il faut s'adapter au parcours aussi, parce que moi je me rappelle chez les proflos, souvent ça pouvait bagarrer comme ça, mais on savait qu'il y avait une difficulté au bout de 20 bornes. Du coup, ça bagarrait, et quand on sentait que vraiment ça voulait pas laisser partir, bah, il valait mieux en garder sous la pédale, attendre la première difficulté, et tu sais que tout le monde commence à être toxique. Tout le monde veut que la course se pose au moment de cette première difficulté et tu s'accroches dans celle-ci. Attention, ne pas être le premier à s'accrocher dedans. En général, celle-là, elle est avortée direct. Ouais, et tu vas te prendre un contre dans le museau et là, ça sera compliqué d'y aller, à part évidemment si t'es une jambe au-dessus de tout le monde. Mon Lolo, en tout cas, on pourrait parler stratégie pendant des heures parce que forcément, il y a autant de stratégies que de courses. Donnez-nous votre retour d'expérience, pourquoi pas en commentaire comme d'habitude. Et je te propose de terminer cette session par une dernière question sur la position, qui est celle de Tony, qui nous dit qu'il a suivi lui aussi notre vidéo sur les conseils pour améliorer la position. Et on disait dans celle-ci que lorsqu'on change de longueur de manivelle, il faut adapter sa hauteur de selle en fonction du changement. Et il dit, sauf erreur de ma part, il faut plutôt, lorsqu'on change de manivelle, adapter son recul de selle. Il n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas tout à fait tort, Flos, mais sachant que si ta manivelle se réduit, donc ta jambe sera plus pliée, donc tu montes ta selle, mais vu que ton tube de selle, il n'est pas droit, il a tendance à aller vers l'arrière, si tu montes, tu recules quand même ta selle. Donc, tu vois, je pense que tout le monde n'a pas forcément tort. Oui, voilà, donc dans ce cas-là, dans ton exemple, il faudrait éventuellement réavancer légèrement ton recul de selle, donc réavancer la selle sur le rail. Donc c'est vrai que Tony, si on veut être complet, on aurait pu mentionner cet exemple. Donc à voir, mais c'est vrai que quand on parle de 5 mm, il y a des gens qui sont au millimètre près, notamment les pros qui passent tellement d'heures sur leur selle qu'au moindre millimètre, ils sentent le changement, mais il y en a d'autres clairement qui ne verront pas la différence. Donc le plus important en tout cas, si vous voulez éviter les problèmes de tendinite, c'est déjà d'adapter légèrement votre hauteur de selle. Faites 2-3 sorties, voyez comment vous vous sentez et éventuellement revoyez au fil à plomb votre recul si nécessaire. Bon ben mon Lolo, je pense qu'on a parlé de plein de sujets différents comme d'habitude et on a fait quand même le tour des questions. Je te propose qu'on conclue là-dessus. Évidemment, continuez à nous poser plein de questions en commentaire, sur tous les réseaux, partout où vous voulez. Partagez avec les copains aussi, taguez-les. Et puis nous on se retrouve bientôt, tous les mois, un JCN répond. C'est reparti en 2022 sur les mêmes bases. Merci Flo. Allez, gros bisous à tous. À très vite. Ciao. Salut!